Bonjour à tous, je suis Eric le Magnifique et bienvenue dans l'émission Why Not. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Laura Quinkis, artiste plasticienne. À tout de suite. Alors Laura, comment ça va? Ça va super, merci. Ça va être en forme, pas trop stressé? Un peu. Un petit peu. Mais regarde un petit peu, c'est dans la tête. Hein. Pas trop dans la tête finalement. si, mais ça va. Ça va aller. Je mets à l'aise, ça va. Super. Alors Laura Quinkis, avant de présenter ce que tu fais, ton entreprise Artefact, et aussi ce que tu fais, ta passion de l'art, j'aimerais que tu te présentes pour nos auditrices et nos auditeurs. Bonjour, Laura, voilà. J'aime le bowling. C'est pas ma passion numéro 1. Non, ma passion, c'est surtout l'art. Voilà, donc artiste plasticienne, comme tu l'as dit. C'est-à-dire que je travaille avec tout type de matériaux, sur tout support. J'aime bien faire évoluer les techniques et les matériaux que j'utilise. Voilà. Venons à la présentation de ton entreprise qui s'appelle Artefact. Mais pourquoi ce nom, Artefact? Parce que c'est curieux quand même. J'ai trouvé ça curieux comme... Après, j'ai fait des petites recherches. J'ai appris que Artefact, ça voulait dire produit de l'art. Exactement, oui. Voilà. Oui, c'est ça. Donc déjà, le sens premier, ça se rapproche directement de ce que je fais. Et pour aller un peu plus loin, Artefact, c'est un produit de l'art qui est lié à... une expérimentation naturelle, à l'étude des faits naturels. Moi, comme mes inspirations viennent de la nature, ça s'y prêtait encore plus, le mot artefact. Après, il y a le fait aussi que, quand on va un peu plus loin dans les définitions, ça peut être aussi vu comme une expérimentation, un art issu d'une expérimentation, voire d'un accident. Je trouve que c'est souvent le cas dans l'art, surtout dans l'art abstrait, de découvrir une technique ou un style à cause d'un accident, parce qu'on expérimente, on teste, hop, accident, hop, tiens, je peux faire ça avec ça et ça. En tout cas, moi, ça m'est arrivé. Donc, je trouvais que ça collait bien. Après, au-delà de ça, il y a aussi une dimension un peu plus fantaisiste au mot artefact. C'est le fait que dans ce monde un peu de la fantaisie, on attribue ce mot-là à un objet magique, un objet unique et qui a plus ou moins de puissance. Et je trouve ça va bien avec ma représentation de l'art. Je trouve qu'il y a un petit peu de magie dans l'art. Le fait de partir de rien parfois, d'avoir ces matériaux, puis de construire quelque chose qui reprend ce qu'on a en soi, ses émotions, la beauté qu'on a pu voir, de la ressortir dans une œuvre. Pour moi, ça relève un petit peu de la magie quand même. Et complètement. Et d'ailleurs, les artistes, faut pas l'oublier, vous êtes des créateurs. Hein, parce que vous partez d'une toile. Pour la plupart, tu vois, par exemple, si je prends l'exemple d'un peintre, il parle d'une toile complètement blanche. Et il fait un dessin qui sort tout droit de son imaginaire, de sa tête. C'est ça, avec toujours des inspirations, des modèles parfois. Certes, il s'est inspiré, parfois il fait juste une représentation d'un lieu bien précis, mais parfois ça peut être complètement abstrait et c'est quelque chose, on se demande où est-ce qu'il a été pêché ça, tu vois. Mais après, là j'ai pris l'exemple de la peinture, mais ça peut être une sculpture, ça peut être plein de choses. Et c'est ça que je trouve fabuleux, c'est ce travail de création, où on part vraiment de rien et on fait quelque chose. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer donc Artefact, cette entreprise, et pourquoi l'avoir créée? Alors, d'abord parce que l'art, de manière générale, c'est une passion que j'ai depuis longtemps, oui. J'ai essayé pas mal de choses, le dessin, la peinture, le travail du bois, la sculpture, etc. Et finalement, dernièrement, j'ai commencé à montrer un peu ce que je faisais autour de moi et ça a plu. Ça a plu, j'ai reçu des encouragements de mon entourage, ma famille, mes amis, mon compagnon surtout. Et il a vraiment bien apprécié, il t'a encouragé? Qui m'a beaucoup encouragé, qui a fait en sorte que j'ai tout ce qu'il faut à la maison, mon espace à moi pour créer. Bien, donc ça, c'est cool. Et au fur et à mesure, de fil en aiguille, j'ai pris la décision de professionnaliser mon activité artistique, de lui donner de la place. Tes parents aussi, ils étaient un peu artistes? Mes deux parents, ma mère dessinait, mes deux grands-pères, donc ma tante, il y a quelques talents dans la famille. Et donc, je pense que j'ai vu ça aussi et je pense que j'en ai été imprégnée. Et voilà, depuis petite, je suis un peu touche à tout, le dessin, mettre les mains dedans, bricoler, construire, créer. Voilà, ça a toujours été réparé même, pour regarder comment ça marche. Voilà, ça a toujours fait partie de moi, ça. Le côté très manuel des choses. Mettre les mains dedans, essayer de construire quelque chose. Quelles sont les techniques en art que toi, tu utilises beaucoup pour tes œuvres notamment? Tes peintures? Alors là, si je devais parler des toiles acryliques que je fais en ce moment, c'est de l'art abstrait, donc des techniques de l'art fluide.
Donc l'art fluide, c'est la peinture qu'on fluidifie. Et bon, il y a plusieurs donc ça peut être la peinture classique qu'on prend avec un pinceau et qu'on étale. Voilà, il y a une modification dans la peinture qui sort du tube ou autre d'ailleurs, parce que j'utilise aussi des pigments. Donc voilà, j'utilise les techniques de l'art fluide que j'essaye de peaufiner et surtout je me concentre particulièrement sur les créations de cellules dans l'art fluide. Donc il y a des techniques dans les techniques pour essayer, pour parvenir à créer ces cellules, pour faire prendre différentes formes, différentes textures. Et dans tes œuvres, alors ce que tu appelles les cellules, pour qu'on se situe bien, si vous allez voir ces œuvres, en fait, ce sont les formes ovoïdes qu'on peut voir sur tes œuvres, c'est ça? Qui ressemblent littéralement à des cellules. Je pense que si on prenait un microscope, on en serait... D'où le nom, c'est pour ça qu'on les appelle les cellules, du coup, c'est là. Ça serait assez proche, J'utilise différents matériaux, différents mélanges. Enfin, ça fait un moment que je vois ces techniques pour voir comment ça réagit, qu'est-ce qui tient le mieux, qu'est-ce qui ressort le mieux, comment ça ressort, Et à titre d'idée, comme ça, pour donner une fourchette, ça prend combien de temps, par exemple, pour faire une œuvre en moyenne? Alors, est-ce que c'est rapide ou au contraire, est-ce que c'est lent ou ça fluctue en fait en fonction Ça dépend de quoi on parle précisément. Le passage où tu mets la peinture sur ta toile, c'est pas le plus long. Le plus long, ça va être toute la préparation avant et après. Avant, déjà, tu prépares ta toile. Tu mets pas la peinture comme ça. Faut que tu mettes des couches de gesso dessus, etc. Moi, je la surélève aussi parce que ma peinture a tendance à déborder avec les techniques que j'utilise. Donc, je la surélève. Et après ça, il y a le mélange des peintures. Parce que moi, dans le fluide, tout est une question de consistance. Donc, c'est super important d'avoir la bonne consistance. Et donc, j'imagine, pour avoir la bonne consistance, il faut bien doser. Il faut bien doser, il faut faire tes mélanges, il faut réviser tes mélanges parce qu'avec la chaleur ici, on a de l'évaporation, donc la peinture, quand tu as fini de mélanger la dernière, la première a déjà perdu de sa fluidité. Donc c'est un peu du travail de fourmi pour que tout soit bien égal au moment où tu vas coucher ça sur la toile. Donc ça prend vraiment beaucoup de temps. Le mélange des peintures, la préparation de la toile. Au-delà de ça, après, tu prends le temps dont tu as besoin pour faire ton œuvre, les motifs, les petites retouches, etc. Après séchage, en fonction des œuvres, il peut y avoir des retouches aussi. Sur certaines toiles, j'ai utilisé par exemple des feuilles d'or que je rajoute en collage par-dessus. Après ça, tu as l'étape du vernis. Et j'ai oublié de dire, en fonction des mélanges que j'utilise pour la peinture, les temps de séchage ne sont pas les mêmes. Des fois, j'ai des séchages en une semaine. On va dire que la peinture a assez travaillé pour qu'elle bouge plus et je peux mettre le vernis. Des fois, au bout de 3 semaines, c'est toujours pas sec parce que j'ai utilisé des ralentisseurs ou des choses comme ça. Donc, il y a ce temps-là. Ensuite, le vernis, le séchage entre les différentes couches. Et après, si on va plus loin, il y a l'encadrement. Je fais moi-même les caisses américaines, là, les cadres flottants. Donc ça peut en fait prendre entre 3 semaines et 1 mois et demi en fonction du type de peinture que j'utilise, de si je fais un cadre ou pas. Ah ouais, quand même. Ouais, donc ça sera pas en dessous de... Tu peux pas faire une œuvre que tu peux sortir demain. Si tu commences aujourd'hui, tu pourras pas la sortir demain, ça c'est sûr. Il te faudra au moins 3 semaines. Que tout soit bien fait, que l'œuvre soit bien réalisée, que surtout on ait une qualité, que l'œuvre soit protégée, parce que les couches de vernis sont très importantes après aussi. Il faut laisser des temps de séchage entre chaque couche, il faut que le matériel travaille aussi. Tu t'arrêtes pas qu'à la peinture. Tu travailles avec plusieurs matériaux, notamment le béton. Et j'aimerais savoir pourquoi, quel est cet intérêt d'utiliser d'aller voir d'autres supports, d'autres matériaux que la peinture. Justement, je pense que c'est comme ça vient du même principe que pour la peinture, c'est que j'aime bien expérimenter. Avec la peinture, là, j'expérimente différents médiums, différents matériaux pour obtenir les consistances que je veux. Avec le béton, c'est pareil. Puis c'est un nouveau matériau à travailler, à découvrir. Il y a plein de choses qu'on ne soupçonne pas qu'on peut faire avec aussi. Il y a une histoire de pigments aussi pour donner les couleurs qu'on veut. Il y a une histoire... il y a plein de types de béton. On n'imagine pas comme ça, mais en fait, dans le ciment, il y a plusieurs choses différentes, etc. Donc c'est encore à apprendre, c'est encore à expérimenter et c'est ça qui m'incite, c'est ça qui me pousse. Au-delà de ça, maintenant que je l'ai testé, le béton sur toile, j'adore
J'adore travailler les textures, même le peaufinage de la toile. Enfin, c'est pas pareil. À la fin, c'est du ponçage, c'est vraiment toucher ton œuvre. C'est un aspect plus kinesthésique, si je puis dire. Voilà, on est encore plus dans le toucher qu'avec la peinture, et ça, j'aime beaucoup. Et puis après, dans l'expression, c'est des choses totalement différentes. Et puis, c'est en lien avec la terre aussi. Ça me plaît beaucoup. Et tu avais essayé plusieurs matériaux pour en arriver au béton. Tu as choisi le béton parce qu'en en essayant plusieurs matériaux, tu as vu que c'était lui le mieux, ou tu es parti direct J'ai eu ma période de poterie où je me suis amusée un petit peu avec la terre et tout, mais j'ai moins accroché. Et puis, en fait, juste, j'ai voulu mettre autre chose sur ma toile, et je me suis dit, tiens, je vais essayer de mélanger du ciment avec des pigments, avec ci, avec ça. J'ai fait mes petites recettes. Et puis bon, après, c'est comme pour la peinture, au début tu expérimentes tout seul, après tu vas chercher des expériences sur internet, comment ils font. Pour la peinture par exemple, j'avais pris des cours à distance avec une Australienne. Là pour le béton, je regarde aux États-Unis un peu comment ils font aussi. Tu regardes sur les chantiers là. Pas sur les chantiers, mais c'est pas nouveau l'art avec le béton de toute façon, et ouais, je regarde un peu ce qui se fait partout aussi pour pouvoir améliorer mes techniques et arriver à faire ce que j'ai envie de faire moi. Voilà. On est toujours inspiré par ce que font les autres de toute façon. Et bien justement, comment tu trouves cette inspiration ? Les inspirations viennent principalement de la nature, et de la nature calédonienne d'ailleurs. Après, au-delà de ça, c'est dans tout ce que je vois de toute façon. Je vois quelque chose et ça me donne envie de peindre, par exemple. C'est pas je vais reproduire exactement ce que j'ai vu, mais je vais essayer de retranscrire l'émotion, le beau que j'ai pu voir, l'émerveillement que j'ai pu avoir devant ce que j'ai vu, que ce soit dans un lever de soleil, un nuage, la structure d'un bâtiment, une courbe en architecture, une situation, même une conversation, comment je me suis sentie. Des fois, ça me donne envie de peindre aussi. Sur le coup, tu vois ça te donne envie de peindre, tu peux pas attraper surtout avec les dispositions que j'ai, je peux pas attraper, et tu gardes ça en toi et tu le mets plus tard dans ce que tu crées, quoi. Et justement, donc pour tes œuvres, parce que j'imagine que vous vous posez la question, tes œuvres, on peut les voir parce qu'elles sont aussi exposées. Là, elles étaient aussi exposées notamment dans des restaurants. Ouais. Et comment tu procèdes, toi, justement ? Comment ça se passe pour faire une exposition, pour exposer tes œuvres ? Pour l'instant, j'ai pas une grande expérience en termes d'exposition, mais comme tu l'as dit, j'ai exposé dans des restaurants. Et en fait, c'est mon entourage qui m'a dit « Ah, tu devrais essayer, je sais que dans tel resto, des fois, ils exposent des artistes et tout. » Et après, c'est au culot. C'est aller dans le restaurant, en l'occurrence, pour mon cas, et montrer ce que je fais et leur dire ça vous dirait de me mettre sur vos murs. Donc là, ces cas-là, c'est toi qui allais voir. Ouais. Mais imaginons, moi, j'ai un restaurant où j'ai une enseigne et j'adore tes œuvres, j'aimerais en avoir quelques-unes pour les exposer en déco, et puis si un client veut les acheter, pourquoi pas. Ouais. Comment je fais ? Vous pouvez m'écrire, tu me contactes sur mes réseaux. Je t'en parle et après tu dis ah bah oui. Voilà. Et si elles sont dispo, on voit ensemble. Là par exemple, au Pied dans le Plat, on s'était vu, on avait vu ensemble ce qui collait bien avec le style du restaurant. Il avait choisi celle qu'il préférait, que j'avais de disponible à ce moment-là. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Super. Donc restez avec nous. On verra tout à l'heure les infos pratiques. On donnera tous les contacts. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi une œuvre particulière, parce que tu es une artiste qui est l'artiste même qui est à l'origine de la couverture de l'album Les Embruns de Florent Moreau. Et j'aimerais, donc Florent Moreau que vous connaissez sûrement, j'aimerais savoir comment cette collaboration s'est faite. En fait, avec Florent, on se connaissait il y a longtemps par amis interposés. C'était l'ami d'amis. De mon frère, pour être plus précis. De ton frère. Précise. Et en fait, on s'était un peu perdu de vue depuis un moment déjà, depuis des années, et on s'est vu l'année dernière à la fête de la musique. D'accord. Bon, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc., etc. Et en fait, il est allé voir sur mes réseaux ce que je faisais. Et quelques temps après, il m'a rappelé, il m'a recontacté. Il me dit, est-ce que ça te dirait ? Est-ce que tu pourrais me faire une toile sur mesure pour faire la pochette de mon album ? On s'est vu, on a discuté de ce qu'il voulait, de ce qu'il avait aimé dans les toiles qu'il avait déjà vues, de quoi il voulait qu'on s'inspire, son thème, voilà, même jusqu'à la texture de la toile, parce que
lui, les embruns, il voulait que ce soit un effet un petit peu sablé. Donc voilà, on a discuté de ça. Puis il m'a fait écouter ses chansons aussi. Et j'en ai sélectionné 2 d'ailleurs. Est-ce qu'on pourrait savoir lesquelles? Qui étaient mes préférés sur son album. Donc c'était Contresens et Le Bon Côté. Le Bon Côté, okay. Ouais. Et donc, c'était mes 2 préférés sur son album et je les ai passés en boucle pendant que je faisais la partie peinture, mettre sur toile, etc., préparer les peintures. D'accord, eh bien, comme quoi, c'est fou. D'ailleurs, album à retrouver sur les ondes d'Océane FM. On a reçu l'album de Florent Moreau, il les a envoyés. Vous pourrez les écouter sur nos ondes, l'album entier avec toutes les chansons. Mais est-ce qu'on peut aussi te contacter, t'appeler, qu'on soit professionnel ou particulier, pour une œuvre personnalisée? Pas une œuvre que tu as déjà créée, ouais. Mais une œuvre personnalisée, un peu comme Florent Moreau. Oui, tout à fait, oui, pareil. Si on veut une œuvre personnalisée, déjà c'est bien aussi pour les dimensions, pour son salon par exemple, de savoir exactement savoir quelle dimension. Est-ce que je veux est-ce que je veux couvrir tout le mur ou juste un petit cadre? Ça, ou un triptyque, ou est-ce que je veux faire un cadre aussi? Et puis parler, oui, de la technique qu'on veut voir dessus, des couleurs. Est-ce que, en tant qu'artiste plasticienne, tu rencontres des difficultés au quotidien, et si oui, comment tu les surmontes? J'imagine, déjà le plus fréquent, c'est la matière. Se fournir en calédonie, c'est peut-être pas évident. C'est vrai qu'il y a des choses que je commande parce que je ne les trouve pas ici. Après, un petit tacle aux papeteries. Non, mais après, c'est moi aussi. C'est parce que j'aime bien expérimenter et que j'aime bien aller voir ce qui se fait ailleurs aussi et que je teste plein de choses. Après, au-delà de ça, du coup, c'est ce qui m'a poussée à expérimenter avec des matériaux justement qui ne se trouvent pas spécialement en papeterie. Avec des matériaux dans le bâtiment, les médiums, la peinture. Voilà, j'ai essayé plein de choses et puis notamment le béton après aussi. Voilà. Au-delà de ça, je dirais que la vraie difficulté pour moi, c'est la gestion du temps. Ah bah oui. Alors ça, c'est la difficulté en tant qu'humain. Ça, c'est une chose pour tout le monde. Voilà. Ouais. S'il y a une chose après l'argent qu'on n'en a jamais assez, c'est le temps. Je crois que c'est la première chose avant l'argent qu'on n'a jamais assez, c'est le temps. On n'a jamais assez de temps. Ouais. Après, c'est surtout parce que c'est pas mon métier principal, en fait. J'ai un métier à plein temps et l'art, je l'exerce sur ton temps libre. Sur mon temps libre. Ça m'a poussée aussi à revoir ma gestion du temps. Alors, j'ai dû mettre en place plusieurs choses pour faire de la place, justement, à cette passion. Par exemple, je sais que je suis plus inspirée, plus dynamique le matin. Donc, j'ai décidé de me lever très tôt, même à 4h30 tous les matins, le jour de la semaine, avant le travail, pour avoir le temps de soit aller peindre, soit aller réaliser un cadre, ou poser mes vernis, poncer, enfin voilà, plein de petites choses que j'aurai le temps de faire avant d'aller travailler. Après, j'ai aussi bien sûr les week-ends où je peux passer beaucoup plus de temps dans mes ateliers. Bien sûr. Mettre en place cette routine-là, c'était vraiment important. En plus, comme ça, j'en ai un petit peu tous les jours, donc ça, c'est super. Ben ouais, comme il disait là au-dessus, c'est pas à pas qu'on franchit la montagne. Oui, donc un petit peu toujours, ça fait une œuvre. Le plus important, c'est la discipline. C'est vraiment le mettre en application chaque jour, prendre les bonnes habitudes, garder les bonnes habitudes, avoir une vraie organisation en fait pour te donner la place de faire ce que tu aimes. Alors, dernière question pour cette interview, Laura, est-ce qu'il est possible dans l'art de prendre en compte l'aspect écologique? Est-ce qu'il y a des peintures qui respectent l'environnement ou qui sont moins terribles? Et si oui, si tu arrives à prendre cet aspect écologique dans ton art, est-ce que c'est difficile? Alors, l'aspect écologique, oui, il y a toujours, je pense, dans toute chose, il y a des gestes et des pratiques à mettre en place pour améliorer cet aspect-là. Moi, j'y fais attention surtout, de manière générale dans ma vie, mais notamment dans la peinture, sur le gaspillage, comme mes techniques font que j'ai beaucoup de peintures qui débordent de mes toiles à chaque fois, etc. J'essaye toujours de récupérer cette peinture qui déborde. Enfin, je sais pas, j'essaye, si je le fais à chaque fois systématiquement, je la récupère pour pouvoir la recéler et la réutiliser une fois suivante. Un peu comme une usine de biscuits qui nappe ses biscuits de chocolat et qui récupère dans un bac. Exactement. Et voilà. Dans d'autres cas, parce que ça m'est déjà arrivé, je vais être honnête, ça m'est déjà arrivé de faire une toile
que je n'aimais pas du tout, que j'avais pas envie de montrer à qui que ce soit. Et je sais que dans ce cas-là, on pourrait se dire je la jette à la poubelle, etc. Non, moi ce que je fais, c'est comme il y a un certain temps de séchage, je le vois tout de suite. Quand je me dis c'est fini, je peux pas aller plus loin, je peux pas l'améliorer, je le vois que je n'aime pas la toile. Donc je scrape ma peinture, j'enlève ma peinture de la toile, je la récupère. Bon, ça me fait une couleur particulière, mais que je peux toujours réutiliser. Et en soi, je gaspille pas la toile non plus. Elle est sauvée, la toile, de cette manière-là, et je peux la réutiliser, faire autre chose avec. Donc il y a cette dimension-là. Après, pour revenir sur ce que tu disais sur les peintures en elles-mêmes, je pense que toutes les marques aujourd'hui ont cette volonté de se rapprocher du éco-responsable, etc. Et notamment, je me suis renseignée, et une marque que j'utilise fait très attention à l'environnement. Alors, faire attention à l'environnement en peinture, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, qu'il n'y ait pas de métaux lourds ouais, dans les pigments qui sont utilisés pour la peinture. Parce que le plus important pour moi en peinture, quand je choisis mes peintures, c'est de choisir des peintures qui sont riches en pigments, c'est le plus important. Riches en pigments, qui tiennent à la lumière, qui sont résistantes aux UV, et dont les couleurs, après, ne vont pas... ternir, ouais, faner avec le temps. Donc ça, le plus important, c'est d'avoir cette qualité-là en peinture. Il se trouve qu'il y a une marque qui le fait très bien et qui en plus est éco-responsable. Ah, c'est magnifique, c'est super. Ben voilà pour cette interview, on va terminer donc l'émission avec les infos pratiques que vous attendiez avec impatience, hein, bande de petits coquins. Comment on peut te contacter? Quels sont tes réseaux préférentiels? Donc les réseaux sociaux particulièrement, donc Facebook, Instagram. Après, j'ai aussi une adresse email, artefact.nc@gmail.com. Et pour les réseaux, on tape Artefact. Artefact, alors j'ai appelé ça Artefact-by Laura Kinkis, pour être sûr que ce soit moi. Bon ben voilà, Artefact et Laura Kinkis. On note. Pour les réseaux, Facebook et Insta, c'est le même? Oui, voilà. C'est ça. Et l'adresse mail, donc artefact.nc. C'est ça. Parfait. Et enfin, on va terminer avec ma partie préférée. Oui, est-ce que tu as un message pour les Calédoniennes et les Calédoniens qui aimeraient, tout comme toi, vivre de leur passion? Alors, j'en vis pas encore de ma passion. C'est vrai. Mais c'est sur l'élan. Oui, voilà, c'est ça. J'ai plus un message sur l'élan. Le message, ça serait qu'il faut oser. En fait, il faut oser déjà montrer ce qu'on fait, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai pas fait pendant longtemps, et pour moi, ce que je pouvais créer. Donc, montrer ce qu'on fait, demander l'avis, oser accepter la critique aussi, parfois, et oser se renseigner sur ce qui est ouvert dans son domaine. Donc, moi, c'est les artistes, mais qu'est-ce qui se fait pour les artistes ici, si je veux exposer, si je veux oser, et pas lâcher. La discipline dont on parlait tout à l'heure, se mettre une routine, et puis petit pas par petit pas, et on avance. Et le plus important, c'est de pouvoir faire ce qu'on aime, et ça devrait quand même devenir une priorité dans sa vie, c'est de laisser la place à ce qu'on aime. Donc mettre un cadre pour pouvoir caler ça dans sa vie, tout simplement. Super, merci, très beau message. Merci.